Salut les geeks! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de mes comics VO de John Byrne. Cette fois-ci, c'est les 4 Fantastiques, l'intégrale, les 2 omnibus. C'est parti! On va maintenant regarder les 2 omnibus Fantastic Four. Le premier, le deuxième. Le premier est somptueux. J'aimerais avoir cette couverture en tant qu'affiche ou poster sur un de mes murs. C'est absolument fabuleux. On peut voir tous les héros Marvel de l'époque, dessinés donc par John Byrne. Et on peut surtout remarquer ici un grand vide. Un grand vide là où les gens estiment que John Byrne avait dessiné Jack Kirby et qu'il a été enlevé pour des raisons de droit. Il y avait beaucoup d'animosité entre Marvel et Jack Kirby à ce moment. Et c'est pourquoi les fans estiment qu'il a été enlevé. Ça expliquerait pourquoi il y a un trou comme ça dans cette planche qui est autrement absolument superbe. John Byrne ne veut absolument pas parler de cette affaire. À chaque fois que quelqu'un essaie de lui poser la question sur son forum privé, la personne s'est fait bannir, sans espoir de retour. Donc voilà, c'est le mystère de la couverture. Au dos, comme toujours avec les omnibus, on peut voir donc toute la liste des albums qui sont traités dans ce recueil. Il y a notamment Marvel Team Up 61-62, Marvel 2-in-1 50, les 4 Fantastiques donc 209 à 218, 220 à 221, 232 à 260, l'annuel 17, les Vengeurs 233 et La Chose numéro 2. On va maintenant regarder ce qu'il y a à l'intérieur, plus en détail. On commence bien évidemment par le sommaire. Par une rencontre entre l'araignée et le Super Skrull qui utilise tous les pouvoirs des 4 Fantastiques. Après on a un épisode de La Chose. Et donc on commence avec l'épisode numéro 209 qui correspond au premier run de John Byrne en 1979. C'est ancré par Joe Sinnott et pendant une dizaine de numéros, John Byrne va donc officier sur les 4 Fantastiques. On y découvre notamment Terrax, enfin la création de Terrax. Je connais très mal en fait cette partie de l'œuvre de John Byrne parce qu'elle a été publiée à l'époque dans Nova, que je détestais le format de Nova. Je trouvais que c'était vraiment du massacre. Déjà, je vous ai déjà dit tout le mal que je pensais des bulles, des bulles de lettrage utilisées par Lug, qui effaçaient beaucoup trop de la partie artistique des planches originales. Et non seulement donc dans Nova, on a ce problème de texte qui est trop gros, mais c'est encore plus visible puisque le format de Nova est très petit. Et j'ai rapidement arrêté de lire Nova. J'en ai juste acheté une fois par-ci par-là. Et donc en fait je connaissais très mal cette première partie des 4 Fantastiques par John Byrne. Et en plus, bon, non seulement donc il y avait le lettrage dans l'édition française, mais j'aime pas du tout Joe Sinnott. Bon, avec tout le respect que je lui dois, c'est un grand monsieur, c'est un énorme monsieur, qui dessine très très bien, enfin, qui a un ancrage qui correspond très bien pour créer des espèces de clones de Jack Kirby. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et par exemple, quand je vois du John Buscema ancré par Joe Sinnott, j'ai quasiment l'impression de voir un travail fait par Jack Kirby. J'aime beaucoup. Mais c'est aussi parce que John Buscema a un trait qui est relativement lourd. Et je trouve que l'ancrage de Joe Sinnott ne correspond pas du tout à un dessin beaucoup plus félin, beaucoup plus fluide, comme celui de John Byrne. Bon, évidemment, c'est complètement subjectif. Ça ne concerne que mon opinion. Maintenant, ici, on commence avec le numéro 232. C'est là, en fait, que j'ai commencé vraiment à suivre les 4 Fantastiques.
Avant, je les lisais dans les publications Lug. J'en ai lu quelques-uns en VO, mais bon, ça m'intéressait sans plus. Je ne sais pas pourquoi John Byrne a choisi d'utiliser Diablo pour faire son retour et faire son retour et son entrée, parce que retour donc sur le 4 fantastique, mais entrée car il faisait tout, en tout cas au début, que ce soit le scénario, les dessins, l'ancrage. Il n'y avait que le lettrage qui était fait par un autre, mais l'autre c'était Jim Novak, donc c'est pas n'importe qui non plus, et les couleurs étaient faites par Glennis Wayne. Il faut dire, pour ceux qui ne le savent pas, que John Byrne est daltonien. Ça ne veut pas dire qu'il mélange le rouge et le vert comme on le croit généralement, mais je crois qu'il a des problèmes avec le marron et le vert. Et donc, bon, pour éviter tout problème gênant de mise en couleur, c'est vraiment la seule partie de son travail qu'il est obligé de sous-traiter, parce qu'il sait même lettrer, mais il sait faire le lettrage, mais il ne peut pas faire la mise en couleur. Ceci étant dit, donc il fait un premier épisode avec Diablo, que personnellement j'aime beaucoup. J'aime à la fois l'épisode et Diablo. Et regardez bien la chose, dans ces premiers épisodes, donc par John Byrne en fait va revenir en tout cas aux racines de la chose. Il va le faire évoluer et il va le ramener en fait à ce qu'il était au début, quand il était dessiné par Jack Kirby. Et vous voyez ici, est-ce qu'il était... En fait, on a mis un gros ballon pour cacher Jack Kirby. Donc la main et l'épaule qu'on voit, qui sont assez massacrées sur la couverture, ont été faites par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, cet épisode de 236, le 20e anniversaire des 4 Fantastiques, je l'adore. Je trouve qu'il est superbe. Il met en scène, bien évidemment, le Docteur Fatalis. Beaucoup de fans ont reproché à John Byrne de faire revenir Fatalis tous les 5 numéros, en moyenne, voire moins, voire plus souvent. Mais bon, Fatalis, c'est quand même le méchant principal. Après, on a Frankie, la petite copine, la dernière petite copine en date de la Torche Humaine, qui aura un rôle vraiment prépondérant. Et voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Ici, donc on a la chose qui mute et qui revient aux racines créées visuellement par Jack Kirby. Dans cet épisode, on a enfin la fameuse tante Pétunia, la révélation de qui est la tante Pétunia de Ben Grimm. Vous voyez la chose comme elle a évolué. Aussi, un reproche qu'on a fait à John Byrne, c'est qu'il semble être à l'aise uniquement quand il s'agit de reprendre des héros créés par Stanley et Jack Kirby. Mais lui-même en fait le dit. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il n'aime pas ce qu'il a fait sur la division Alpha, parce que pour lui la division Alpha c'est un groupe créé par un fan. C'est pas un groupe créé par Stanley et Jack Kirby. Donc ils n'ont pas vraiment de réalité propre à ses yeux. C'est vrai que lorsqu'on le voit donc travailler sur les 4 Fantastiques, sur les X-Men, donc des personnages créés par Stanley et Jack Kirby, il a beaucoup de choses à dire. Et en fait, donc Alpha Flight, non, pas tellement. Iron Fist, non, pas tellement. Les Champions, non, pas tellement. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment que la série soit créée par les deux demi-dieux des comics Stanley et Jack Kirby pour que John Byrne puisse laisser libre cours à son imagination. Celui-là, je l'adore aussi, le 240. Enfin, tous ces premiers épisodes donc, de John Byrne sont absolument fabuleux. Oui, on a le retour de Terrax. Certains fans se plaignaient beaucoup du retour de Doom, enfin des retours de Doom. Moi, je trouvais que c'était Galactus qui revenait trop souvent. Mais c'est pareil, bon, John Byrne est l'un des rares auteurs à avoir su utiliser Galactus de la même façon donc, que Jack Kirby et Stanley l'avaient fait. C'est-à-dire que
Généralement, les auteurs utilisent Galactus comme un super méchant, alors qu'en fait, Galactus est au-delà de ça. C'est pas un méchant, c'est juste quelqu'un qui, pour exister, doit détruire les autres. C'est pas un choix qu'il fait, donc il n'est pas méchant. Cette couverture est superbe. Il a été reprise... Enfin, il y a un équivalent dans Epic, dans la dernière histoire de Galactus. Bon, je ne vous montre pas tout non plus, hein, parce que sinon, il y en a pour 6 mois. Et bon, j'adore le masque de Doom, fait par John Byrne. Illustré par John Byrne. Les Inhumains, qui reviennent aussi régulièrement. Ça, c'est une couverture classique que John Byrne a créée et qu'il a référencé lui-même plusieurs fois au long de sa longue carrière. Et c'est une couverture qui était aussi référencée par plein d'autres artistes. Je crois qu'il y a même une page Facebook qui est dédicacée on va dire aux hommages, parce que c'est pas des copies, quoi, c'est des hommages. J'avais adoré revoir les X-Men. Bon, je zappe pour ne pas spoiler. Animus aussi, ouais. Tout ça, cet épisode-là, le 252, il est à l'italienne. Entièrement à l'italienne. Fallait oser, quoi. Et après 253, on revient à une pagination normale, enfin une mise en page normale. Vous pouvez constater qu'il y a énormément donc, de science-fiction, ce qui est un petit peu logique. Ça par contre c'est très mal imprimé, je sais pas ce qui s'est passé mais ça bave. Et en fait, là je vais m'arrêter quand même quelques instants avec le 259. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo de Captain America, cette couverture faite par Mike Zeck, et je vous avais expliqué en fait donc que j'avais acheté en 82 4 comics. Et bien donc voici le deuxième des 4 que j'ai conservé. Après le Captain America de Mike Zeck, il y a le Fantastic Four de John Byrne qui est vraiment dans un état qui commence à perdre des plumes. Mais je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai dévoré. C'était une expérience inoubliable et incroyable. Donc ça fait partie des rares périodiques que j'ai conservé, même si j'ai acheté l'omnibus. En fait, déjà, c'est parce que bon, donc l'histoire, c'est en fait il y a Tyros, le terrible, Terrax, le destructeur, qui se ramène et qui met une pâtée à Ben Grimm. Notamment, il y a cette double page où on a le lettrage VAM, qui moi me rappelle le lettrage Crèche que Frank Miller avait fait pour un épisode de Captain America, dont je vous avais également parlé il n'y a pas tellement longtemps. Et je m'étais toujours d'ailleurs demandé comment est-ce que Lug allait traduire ça dans Nova. Je présume qu'ils ont simplement enlevé la page et qu'ils ont mis juste le haut des 2 pages ensemble, sur une seule. J'avais beaucoup aimé comme Suzanne est une dure à cuire dans cet épisode. Et puis, bon, à la fin ça se termine avec à suivre When Titan Clash. Et ce titre m'avait fait fantasmer. Ce titre, j'avais dessiné moi-même la suite, qui bien évidemment ne ressemblait absolument pas à ce que John Byrne a fait. Mais à l'époque, c'était ma seule façon de posséder cette suite, qui, je crois, m'a fallu près de 10 ans avant de trouver l'épisode numéro 260.
Et donc on se retrouve avec la chose et la torche, et bien évidemment l'invisible, qui commence à mettre une rouste à Terrax. Et puis Terrax et Dr Doom s'affrontent, et puis il y a le surfeur d'argent, ça commence à être bien rempli. Et puis bon les 4 Fantastiques gagnent, mais ne savent toujours pas ce qui est arrivé à Red Richard. Et c'est là-dessus que le premier omnibus se termine. On passe maintenant au deuxième omnibus, qui bizarrement coûte beaucoup plus cher que le premier. Il est beaucoup plus difficile à trouver également, alors qu'il est plus récent. Il y a des choses comme ça qui sont assez mystérieuses. Il compile donc les 4 Fantastiques du 261 au 295, les annuels 18-19, la division Alpha 4, la chose 10 et 19, l'annuel Avenger 14, et du matériel de Secret War 2, épisode 2, de Epic Illustrated 26 à 34, de What If 36, de Wadza 2 et 10, de la chose 7, Fantastic Four Roast et Fantastic Four Special Edition 1. Donc on commence avec la division Alpha, que donc Byrne dessinait à l'époque, et dont l'histoire se juxtapose à celle du Fantastic Four 260 et 261. Donc on continue à chercher où est Red Richard, et puis on le trouve, et il est en procès pour avoir sauvé la vie de Galactus. Et en fait déjà là il y a un truc que j'aime pas du tout, alors ce qui s'appelle pas du tout. John Byrne se met en scène lui-même. Et ça pour moi c'est la même histoire, enfin c'est le même procédé que lorsqu'on va voir un film et qu'il y a un film dans le film, ou lorsqu'on lit un livre et qu'il y a un livre dans le livre. Le fait qu'il se dessine lui-même m'enlève tout espoir de pouvoir croire à l'histoire. Parce que je sais donc que John Byrne est un personnage réel et qu'il n'a rien à faire dans une bande dessinée. Donc, bon, il y a des gens qui disent que oui, c'est marrant, il brise le 4e mur en faisant ça. Non. Enfin, moi j'aime pas. Voilà. Ah oui, j'avais oublié par contre, dans un des épisodes précédents, quand ils étaient chez Annihilus, dans la zone négative, en fait quand ils sont revenus de la zone négative, donc ils ont changé leur costume. Ils sont une version négative maintenant de ce qu'ils étaient avant. Ça, par contre, c'était très malin. J'avais beaucoup aimé. Je crois que c'est à partir de ce numéro 267 que que j'ai été abonné. C'était 84, c'est possible. Non, 84, non, j'avais 15 ans. Non, c'était trop tôt. En fait, j'ai été abonné pendant plusieurs années aux 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques de John Byrne, Alpha Fly de John Byrne, Hulk de John Byrne pour quelques numéros seulement. Il y avait, je crois, Daredevil et puis les X-Men de John Romita Jr. Et j'étais abonné pendant 2 ans, il me semble, 2 ou 3 ans. En fait, mon père connaissait quelqu'un qui travaillait à l'OTAN, donc la base américaine. Et donc cette personne qui était américaine s'est abonnée pour moi à plusieurs comics. Bon, c'était rigolo parce qu'en fait je recevais, parfois il y avait des mois où je ne recevais rien, et puis le mois suivant je recevais 2 ou 3 numéros d'un coup. Parfois je recevais des numéros en double, parfois les numéros étaient complètement broyés, ils avaient été pliés, découpés, enfin je sais pas trop ce qui leur était arrivé. Oui, ça, 269,
définitivement, j'étais abonné. C'est peut-être le premier numéro en fait que j'ai eu quand j'étais abonné. Oui, je me souviens de ces couvertures. Donc en fait j'avais 15 ans. Tiens, il me semblait que j'étais plus vieux, que j'avais 18 ans. Et donc dans ces numéros-là, on découvre le coup de foudre, si on peut dire, entre Miss Hulk et Viat, l'Indien d'Amérique. Là, cet épisode était dessiné en hommage donc aux vieilles bandes dessinées de Jack Kirby, les bandes dessinées de monstres. Et en fait, quand je me suis abonné là, j'aimais pas spécialement ces histoires. Je trouvais qu'elles étaient un petit peu trop science-fictionnesques. J'aimais bien justement l'histoire avec Doom, l'histoire avec la zone négative, avec Galactus. Je veux dire avec des héros qui étaient classiques. Par contre, avec des héros qui étaient inventés par Doom, inventés par Byrne, ça le faisait un petit peu moins, je trouvais. Ouais, ici, donc dans ce numéro-là, qui est également un des rares numéros donc, que j'ai conservé. Il est tout jaune, la copie est toute jaune. Je l'ai conservé parce que je l'ai adoré. Déjà, d'une part, c'est Jerry Ordway qui est à l'ancrage. Et bon, Jerry Ordway, c'est quand même un grand monsieur du monde de chez DC. Et je l'ai adoré parce que c'est un épisode qui est un peu différent des autres. Il se moque, si on peut dire, de la religion vue par les fanatiques religieux en Amérique. En plus, bon, il y a Mephisto, que j'aime beaucoup. Et dans l'épisode qui suit, on a une partie de la fin de la guerre contre les spectres noirs, donc commencé chez Rome. Et la BD est divisée en deux parties, en fait. Il y a la partie qui se passe sur Terre et la partie qui se passe en enfer. Et on découvre donc le pouvoir de Franklin. Et Jerry Ordway, je crois qu'il l'a ancré pendant 5 ou 6 numéros. Ça, j'aimais beaucoup la mise en échelle entre les deux tourtereaux. Et donc là, on a... Celui-là aussi, j'avais adoré cette histoire. Où on voit le pouvoir de la haine et donc une fois de plus du fanatisme en Amérique. Et ce que ça fait sur Suzanne. C'est... John Byrne est le seul à avoir vraiment donné des pouvoirs et une importance à Susan Storm. Généralement, donc, les autres artistes, eh bien, c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait la femme invisible. Donc, son seul pouvoir, c'était d'être invisible. Donc, c'est même pas sois belle et tais-toi, c'est juste tais-toi et comme ça, on ne verra même plus. Comme ça, tu disparaîtras complètement. Et John Byrne est vraiment le seul auteur, en tout cas à l'époque, dans les années 80, à avoir donné une consistance à Susan Storm, en avoir fait un personnage, un héros à part entière. Et cet épisode en est l'une des clés de voûte. Le fait aussi qu'elle ne veut plus se faire appeler la fille invisible, mais la femme invisible, c'est pas du féminisme à deux balles. Hein. Je trouvais que ça marchait bien. Et il me semble celui-ci, donc ouais, j'avais 16 ans, il me semble que c'était le dernier en fait, que j'ai eu dans l'abonnement. L'abonnement avait duré 1 an ou 2. Et j'avais... Au fur et à mesure, je m'étais débarrassé de... Enfin, j'avais arrêté les séries.
qui me plaisait pas trop. J'avais conservé, je crois, que les X-Men de John Romita Jr. Cet épisode est vraiment très très bien. L'épisode où Johnny Storm dit qu'il va arrêter d'être la torche humaine pour faire prendre conscience des dangers à ne pas écouter les enfants. En fait, j'ai arrêté donc de lire les 4 Fantastiques pendant des mois, peut-être des années. Et puis je m'y suis remis uniquement quand j'ai appris, donc pendant des mois. Et je m'y suis remis uniquement quand j'ai appris que Jean Grey allait revenir, tel un phénix. Et en fait, bon, ce qui s'est passé avec cet épisode, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que John Byrne a même pas voulu être crédité, parce que d'ailleurs il y a marqué tu sais qui à la place de son nom, parce que en fait Jim Shooter a fait redessiner plein de planches par Jackson Guice. Il voulait donc que John Byrne change des trucs. John Byrne n'a pas voulu, évidemment. Et puis Jackson Guice a été chargé de dessiner à la manière de John Byrne. Et puis ben, ça a scellé une fois de plus le départ de John Byrne de chez Marvel. Bon, ça a pris un peu de temps. Il y avait encore des choses à dire. En plus, dans le 289, il ramène le basilic, que j'adore. Et donc après on a Nick Fury. Ouais, on a Hitler. Je sais pas pourquoi, mais John Byrne adore la Deuxième Guerre mondiale. Il faut tout le temps qu'il place des histoires se déroulant dans cette période sur Terre. Et franchement, ça me gave. Bon, je veux dire une fois, 2 fois, d'accord, mais dans chacune de ces séries, il faut qu'il place toujours une histoire avec la Deuxième Guerre mondiale, les méchants nazis, etc. Je trouve ça un petit peu lourd. Donc on a bien évidemment la dernière histoire de Galactus, qui n'a jamais été terminée, et qui avait été publiée dans Epic. Là on a toutes les pages concernant cette série. Pas cette série, cette dernière histoire. Je me souviens l'avoir découverte dans Epic, justement, qui avait été publiée par Aredi, je crois, en France. Donc le 295, c'est le dernier épisode. Il n'a même pas été... Il n'a ni été écrit ni dessiné, mais bon, un merci spécial à John Byrne. Donc après Galactus, on a des petits numéros spéciaux. On a What The, qui est un magazine satirique. Comme je l'avais dit dans une autre précédente vidéo, John Byrne est rigolo, mais c'est mal connu en fait. Il avait aussi fait des romans photos avec toute l'équipe de Marvel. Il avait participé avec des romans photos. Et puis bon, il y a des interviews, il y a des dessins, comme d'habitude. Vous connaissez la musique. Un omnibus très complet. Alors autant je comprends et je respecte les gens qui estiment le run de John Byrne sur les X-Men, autant j'ai du mal à comprendre pourquoi les fans n'apprécient pas tellement le run de John Byrne sur les 4 Fantastiques. Sur les X-Men, j'ai envie de dire qu'il n'a fait que les dessins. Bon, il a aussi participé au script, mais il a surtout majoritairement fait les dessins. Dans les 4 Fantastiques, au début, donc, il a juste fait les dessins, mais ensuite, il a tout fait. Et ensuite, il a sous-traité l'ancrage. Et enfin, pour moi, c'est absolument démentiel, quoi. Le mec, il faisait
Les 4 Fantastiques, Les Vengeurs de la Côte Ouest, Alpha Flight, Hulk, enfin, en même temps, il y a des artistes qui ont déjà du mal à faire, j'ai envie de dire, juste Daredevil ou juste Spider-Man, donc juste un héros. Lui faisait 3 séries de groupes en même temps, par mois. Et avec un niveau, bon, parce que c'est pas le tout non plus de dessiner des dizaines de gars costumés tous les jours, il le faisait avec talent, brio. Donc, ouais, j'ai l'impression que son run sur les 4 Fantastiques est beaucoup moins apprécié que son run sur les X-Men, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Si vous voulez partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous, je vous en prie, allez-y, éclairez ma lanterne. En ce qui me concerne, je vais y retourner, parce que franchement, la première partie de son deuxième run, quand ça commence avec Diablo, tout ça, j'adore. Je ne m'en lasse pas. Je sais pas, il y a une espèce de magie que je ne retrouve justement que dans son début sur les X-Men. Ceci dit, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Les réseaux sociaux sont là pour partager nos opinions. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter. Lisez plein de comics, surtout du John Byrne, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!